Pour ce document, ce portrait de l'ascension d'un homme qui a replacé la Russie au cœur du monde, place maintenant au décryptage de l'actualité. Une phrase d'abord qui résume bien des choses. Elle est signée Vladimir Poutine. Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur. Celui qui la regrette n'a pas d'intelligence. Être le trait d'union entre l'histoire d'hier et la Russie d'aujourd'hui. Nous allons avec nos invités tenter d'en savoir plus sur les véritables ambitions du président russe pour son pays, son poids international sur différents dossiers, la Crimée, l'Irak, la Syrie et le pouvoir de Bachar el-Assad, sa relation avec le futur président américain Donald Trump et puis avec la France bien sûr. Enfin, question sur l'opposition à son pouvoir. Existe-t-elle vraiment ? Comment qualifier ce régime? Notre premier invité est un homme d'affaires qui a côtoyé de près Vladimir Poutine. Sergueï Pougatchev a été l'un des personnages les plus riches de la Russie. Il est aujourd'hui un homme qui a dû fuir son pays. La justice lui reproche d'avoir détourné près d'1 milliard de dollars qui lui aurait fait la banque centrale russe. Avant de tomber en disgrâce, il fut très proche du pouvoir. On l'avait même surnommé le banquier du Kremlin. Sergueï Pougatchev, bonsoir. Bonsoir, monsieur Deleuze. Merci d'être avec nous. D'abord, vous nous confirmez que vous faites partie de ceux qui ont tenté d'installer Vladimir Poutine au pouvoir. Oui, bien entendu. Ça a commencé en 1990. J'étais engagé en politique bien avant l'apparition de Poutine à Moscou. Donc oui, j'ai eu un rôle direct dans son ascension. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec Vladimir Poutine? Oui, bien sûr. Quel type de personnage vous avez en face de vous? Quelqu'un de plutôt discret, plutôt timide, plutôt charismatique? Non, je ne dirais pas que c'est quelqu'un de très charismatique. Je pense que Poutine avait une apparence discrète et il avait toujours une attitude réservée, voire austère. Ce n'était pas quelqu'un d'ambitieux. Ce personnage de Vladimir Poutine, vous tissez quel type de lien avec lui? Vos dachas étaient l'une à côté de l'autre? Oui, nous étions voisins. Nos enfants avaient à peu près le même âge. Il avait 2 filles et j'avais 2 fils. Donc ça facilite les liens. À ses yeux, vous symbolisez quoi pour lui? La puissance économique, le pouvoir, l'avenir, au départ? Non, je pense qu'à l'origine, c'était plutôt mon expérience politique et financière que Poutine n'avait pas à l'époque. Donc il m'écoutait, il écoutait mes conseils. On parlait d'un certain nombre de choses et donc j'étais une sorte de conseiller qui lui permettait de comprendre l'organisation du pouvoir en Russie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il bascule vers autre chose? Quand est-ce que vous ressentez que Vladimir Poutine est en train de non plus se retourner vers vous, mais de vouloir finalement changer le cours des choses, de reprendre la main sur le pouvoir économique du pays qui est aux mains d'un certain nombre d'oligarques? Vous savez, les raisons sont nombreuses. Mais si on veut simplifier, la plus importante, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est qu'il suit l'avis de la majorité. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas ses amis ou ses proches. Il cherche plutôt à se positionner par rapport aux attentes de la majorité. Durant les 6-7 premières années, il a observé ce que les gens attendaient. Et quand la nostalgie de l'URSS est apparue, il a bien saisi cette tendance et l'a suivie. Donc ça n'a rien à voir avec ses convictions personnelles ou son ambition, ni même avec une quelconque envie de faire évoluer le pays. Les richesses du pays, les richesses du pays de l'Union soviétique, de ce pays, étaient détenues entre des mains d'un certain nombre de personnes. Vladimir Poutine a souhaité quoi? Récupérer, renationaliser une partie des richesses de l'Union soviétique et finalement agir, je vais vous provoquer, en homme d'État? Non, on pourrait discuter sur le fait qu'il aurait rendu les richesses aux uns et aux autres. Il a surtout donné les richesses à ses amis. Donc disons plutôt qu'il a redistribué différemment les richesses. Ce que vous me dites entre les lignes, pour que je comprenne bien, il a pris finalement ce qui appartenait à certains pour les donner à d'autres qui étaient proches de lui. Oui, c'est ça. Et vous me dites aujourd'hui que Vladimir Poutine, depuis toutes ces années, il s'enrichit personnellement, il spolie l'État russe?
Je crois que ce n'est un secret pour personne. Il en a aussi fait profiter son cercle d'amis et ses proches de Saint-Pétersbourg, ses amis de l'université ou du KGB. Des gens qui n'avaient rien à voir avec le monde des affaires. Et aujourd'hui, ce sont eux, les nouveaux oligarques qui gèrent le pays. Vous avez attaqué, effectivement, l'État russe et donc Vladimir Poutine en lui réclamant 12 milliards d'euros, c'est ça? Vous considérez que l'État russe et donc que Vladimir Poutine vous a spolié de 12 milliards d'euros? Alors, est-ce que Poutine m'a directement causé un préjudice? Je ne le dirais pas comme ça. Mais disons qu'à cause de ses actions, ou plutôt de ses inactions, comme le non-respect des règles de base en matière de protection des investissements, il a engendré des situations compliquées. Qui pourrait aujourd'hui s'opposer à Vladimir Poutine? La question n'est pas de savoir qui peut s'opposer à Poutine. La seule personne qui pourrait vaincre Poutine, c'est Poutine lui-même. Ses mauvaises décisions en matière de gestion de la crise économique, la baisse du développement dans le pays, voilà ce qui pourrait vraiment faire tomber Poutine. Le principal ennemi de Vladimir Poutine, c'est Vladimir Poutine. Oui, sans aucun doute. Merci Sergueï Pougatchev. Autre question maintenant, elle concerne l'organisation du pouvoir, justement selon Vladimir Poutine. C'est indéniable, le président russe est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de son pays. Ses méthodes brusques, autoritaires plaisent à une majorité de Russes, beaucoup moins à ceux qui osent le défier. Aujourd'hui, il se dirige tranquillement vers un 4e mandat pour 2018 avec toutes les chances d'être réélu. Pourtant, de nombreux observateurs dans l'opinion internationale dénoncent régulièrement les atteintes aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales pratiquées en Russie. Alors, question simple. Doit-on qualifier la Russie de dictature? 3 minutes pour comprendre.